13 février 1949, les mineurs d'Asbestos déclenchent la grève. Le conflit deviendra une épreuve de force contre le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis. Un signe avant-coureur de la Révolution tranquille. La grève de l'amiante, racontée par ceux qui l'ont vécue. Ici Jean-François Lépine, je vous souhaite la bienvenue à Zone Libre. Dans quelques jours, Radio-Canada commencera à diffuser une grande télésérie intitulée Asbestos, une série qui raconte la bataille menée par les travailleurs de l'amiante en 1949 pour changer leurs conditions de travail pitoyables. À l'époque, la grève de l'amiante avait galvanisé l'opinion publique et ébranlé le gouvernement autoritaire du premier ministre Maurice Duplessis. La série Asbestos, ce sera de la fiction, bien sûr. Mais qu'en disent les témoins qui vivent encore aujourd'hui? Il y a 2 ans, à Zone Libre, pour marquer le 50e anniversaire de la grève de l'amiante, notre collègue Guy Gendron, lui-même originaire d'Asbestos, et la réalisatrice Christina Von Latky, avaient recueilli le récit de certains des survivants de cette épreuve de force. Voici donc, en reprise aujourd'hui, l'histoire de la grève de l'amiante, racontée par ceux qui ont vécu ce qu'on appelait à l'époque la grève à Duplessis. On s'est décidé, un bon 13 de février 1949, de rentrer en grève. Puis, c'était pas pour... par plaisir. Au milieu de l'hiver 1949, 2000 travailleurs de l'amiante à Asbestos et 3000 à Thetford Mines abandonnent outils et machines. L'industrie entière est paralysée. Cette grève est un point tournant dans l'histoire du mouvement ouvrier québécois. C'est aussi un conflit qui laissera des cicatrices profondes dans la communauté, au point d'être encore visible après un demi-siècle. Ça va faire 50 ans. Et puis, rentre prendre une bière dans un hôtel, puis un gars va se faire dire « maudit scam ». Ça chatouille. Le temps n'a pas réussi à effacer la rancœur. Pas moyen d'y échapper. 50 ans plus tard, les citoyens d'Asbestos font revivre le conflit grâce à un classique du théâtre québécois, la pièce « Charbonneau et le chef », qui porte sur le conflit de l'amiante. C'est un gros plaisir pour moi de vivre ce que mon père et mon grand-père m'ont raconté. Ce sont maintenant les enfants des grévistes qui rejouent ce drame collectif. Les grévistes d'un côté, les briseurs de grève de l'autre. Sans oublier les grands personnages de l'époque. Le directeur de la compagnie John Smanville, Monseigneur Charbonneau ou Maurice Duplessis. Nous avons à l'heure actuelle, et vous le savez, des problèmes nombreux. C'est la grève à Duplessis qui est plat. L'horizon économique est chargé de nuages. C'est les 3 pouvoirs, qui étaient le gouvernement, qui étaient les compagnies d'amiante ou le pouvoir de ces choses-là, et vous aviez aussi la religion. C'était quoi le nœud de l'histoire, d'après vous, du conflit à Asbestos? C'était la reconnaissance syndicale. La Canadian John Smanville, une compagnie américaine, est en 1949 le plus grand producteur d'amiante en Occident. À Asbestos, elle emploie 2000 mineurs et ouvriers pour extraire et transformer la fibre blanche. La ville est coupée en 2 mondes. Les travailleurs, canadiens-français pour la plupart, et les patrons anglophones. C'était une compagnie, on va dire, comme on dit des fois, américaine, ça. Puis ils venaient exploiter les Québécois et les Canadiens en même temps, tu sais. Parce qu'ils ne payaient pas, hein. On a eu
3 cents de l'heure d'augmentation en 1937. Quand je suis rentré en 1935, je gagnais 12 cents de l'heure. Moi, je suis rentré à la mine à 12 cents de l'heure. Il y avait un câble au plafond, là. C'était des grosses poches. Grosses de même, pour dire, puis hautes de même, haut comme une poche, là. Puis on mettait du C là-dedans à la pelle, puis on sautait là-dedans à la journée, là, tu sais, là. On se tenait après la corde, puis on sautait là-dedans pour la fouler, pour rentrer 100 livres. Dans la poussière. Dans la poussière, là, puis même, suite à lui, là, je sais pas son nom, on se voyait pas, tu sais, là, dans la poussière. Puis on travaillait 1 heure pour une demi-heure de spélo. Une chance qu'il nous donnait une demi-heure de spélo par rapport au qu'on a étouffé. Puis la demi-heure de spélo, c'était pour reprendre notre souffle, ça, tu sais, là. Il y avait de la poussière dans le vieux ministre, là, ça descendait, ben, au moins, je ne gérais pas, mais entre 40 et 50 pieds de haut. Quand certains me donnent tout en bas, là, il aurait fallu là, il n'y a pas de tempête de neige qui peut faire. Puis les masses, on avait des masses, mais le pipette, là, pour avoir de l'air, avec le soir, ça se glace, ça fait qu'on descendait ça, puis on niflait, à plein nez, puis on se décottait le nez. C'est pour ça qu'on était négro, les mineurs. Dans le travail à la machine à papier, j'avais à vider des sacs d'amiante. On faisait du papier d'amiante ou du papier feuille. Ça faisait beaucoup de poussière sèche. Tu étais obligé, en tout cas, il te recommandait de boire du lait pour humecter tes poumons, si tu veux, pour que ça passe. On ne pouvait pas se laver sur l'ouvrage après l'ouvrage. On retournait chez nous tout en coton. Quand on venait pour se déshabiller, ça tombait à terre. C'était réellement aucune condition de travail humaine, là. Gaudiose Leclerc a 22 ans lorsqu'il assiste à l'Assemblée syndicale le 13 février 1949. Les négociations sont dans une impasse. Le syndicat demande 15 cents de l'heure d'augmentation et la promesse d'éliminer la poussière. La compagnie offre 5 cents et refuse de considérer les autres demandes. Ça faisait longtemps qu'on négociait et puis il n'y avait jamais d'entente. C'était toujours remis. Puis les gens, ils voulaient la grève parce qu'ils voulaient améliorer leurs conditions de travail puis les salaires en même temps aussi. Alors, quand même que les chefs syndicaux auraient voulu arrêter ça, il n'y aurait aucune possibilité ce soir-là. La loi prévoit soumettre le conflit à l'arbitrage, mais les mineurs se méfient du procédé. Il y avait eu d'autres arbitrages où les mineurs et les travailleurs d'autres industries n'avaient rien gagné. Tout ça avait l'air d'être, si mon souvenir est bon, tout ça était biaisé en faveur des employeurs. Alors les mineurs avaient plus confiance dans l'arbitrage. L'arbitre était nommé par le gouvernement. Le syndicat avait son arbitre, le patron avait son arbitre, puis il y avait un président de tribunal. Là, c'était des tribunaux à 3. Mais quand même, c'était facile de biaiser ça, hein? De se laisser impressionner par le pouvoir, d'autant plus que la poigne de Duplessis, elle était ferme là-dedans. Hein? Bon, ils font l'Assemblée. Le soubassement, la salle de l'église Saint-Aimé était remplie à craquer. Les gens étaient réellement montés. Ça criait, c'est la grève, ça, on sort à soir. Le chef de la centrale syndicale, Jean Marchand, vient de Montréal pour expliquer aux travailleurs qu'ils n'ont pas le choix. Moi, je sais pourquoi il y a eu une grève de l'amiante. C'est une grève illégale. Et comme étant, on ne peut pas endurer une grève illégale. Et techniquement, ben, je peux pas dire qu'il y avait tort, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas été à l'arbitrage. Pourquoi on n'a pas été à l'arbitrage? Bon, pas moi qui ai décidé ça. Contrairement à ce que Duplessis a dit, c'est pas vrai. Quand j'ai fait le rapport des négociations le soir pour le renouvellement de la convention collective de travail, puis je leur ai dit à ça, les gars, notre cours, c'est l'arbitrage. Comment? L'affaire a chassé, là? On n'en veut plus de ce baptême d'affaires-là. Bon, c'est aussi clair que ça. Puis là, le feu a pogné dans la salle, puis ils sont tous partis pour aller bloquer la... C'est comme ça que c'est parti avec la dernière. On avait brûlé dans l'esprit d'ouvriers, des travailleurs, l'institution arbitrale. Le sol de l'église, il contenait à peu près
900 personnes. Si tu avais compté les mecs qui étaient levés, tu n'aurais peut-être eu 1200, 1300, tu sais. Parce que moi, je me souviens, en tout cas pour moi, j'ai levé mes 2 mains. Alors, si on comptait ça pour 2 votes, j'étais avec un gars. Puis, tu sais, à l'œil, quand tu vois comment il y en a un ou deux, puis c'était pas suggéré de laisser tes mains baissées, tu sais. Il fallait que tu lèves les mains. On a assez niaisé, les gars. La grève. Moi, je veux pas la grève. La grève, puis tout de suite. Vive l'entente, vive la grève, vive l'union, vive le syndicat. Si aujourd'hui on veut grèver, vive le syndicat. C'était évidemment une atmosphère survoltée. On allait faire le piquetage en dedans. Alors, on piquetait à chaleur, ça l'avait. Dans notre esprit, la grève n'a pas duré 2 semaines. La compagnie proclame que la grève est illégale et elle exige le retour inconditionnel des travailleurs. Ils y retournent après 4 jours, mais c'est pour occuper les bureaux de la Johnstownville. Le lendemain, plus de 100 policiers provinciaux envahissent Asbestos. L'épreuve de force commence. Après la pause, les travailleurs perdent leur accréditation syndicale. Pour Maurice Duplessis, la grève d'Asbestos entache la réputation du Québec comme terre de main-d'œuvre abondante, soumise et bon marché. Il faut donc écraser la rébellion dans l'œuf. Le gouvernement enlève au syndicat son accréditation, ce qui signifie qu'il n'a plus le droit de parler au nom des travailleurs. Légalement, il n'existe plus. Duplessis envoie alors sa police provinciale pour protéger les biens de la compagnie. La police provinciale est arrivée ici, je ne sais pas combien il était. Pour là, c'était un party. Il est arrivé ici, c'était en état de boisson, puis il y avait été un café, au Café Liliane, entre autres, là, puis il garochait toutes sortes de choses dans le restaurant, puis on va être là, c'était le vrai party. Ils sont rois et boss dans la ville. OK? C'est eux autres qui ont la loi, c'est qu'ils appellent... la loi, c'est eux autres qui l'ont en main. Alors, ils se promènent en ville, puis ils provoquent un peu, ils sitent à droite, où c'est que tu vas, toi, puis ainsi de suite. Pour fêter le premier mois de grève, certains allument des bougies d'un genre particulier. Dans la nuit du 14 mars, le chemin de fer privé de la Johnstownville est dynamité. Il était le seul moyen permettant à la compagnie de poursuivre ses livraisons. Dans un conflit, il faut toujours que tu trouves de quoi occuper ton monde. Nous amenons à tous les après-midi, on allait dire notre chapelet à l'église Saint-Aimé. On disait le chapelet l'après-midi qu'on sacrait à la pleine gueule quand on était sorti de l'église. Je l'ai fait jusqu'à 32 heures de piquetage d'affilée, puis c'était le fun. On prenait un coup au travers de ça. Les autorités syndicales ont décidé que là, il fallait que ça arrête la boisson parce que c'était dangereux, c'était plus minable. Quand les gars étaient chauds, ils étaient prêts à tuer. Tu sais. Nous autres, là, faire la révolution sociale au Québec, on se foutait de ça comme de l'an 40. Nous autres, on se trouvait bien dans notre petit village. Moi, le problème, c'est que je voulais avoir une pièce de l'heure. C'était ça qui était l'enjeu du conflit. Une pièce de l'heure, puis, bon, des guédis, des vacances, des affaires de même, tu sais. Alors, la compagnie, probablement que dans son évaluation de la situation, a dit cette année, c'est le temps. On leur paye de la traite, on les écrase, puis en plus, qu'il y avait l'appui du gouvernement là-dessus. Les grévistes sont seuls au monde. Ils ont contre eux la police, la loi, la compagnie, le gouvernement et une partie de l'opinion publique. On voyait qu'on ne va pas l'appui. On ne va pas l'appui des autorités, puis on ne va pas l'appui du gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? Bien, il faut ôter sa chemise puis se débattre. Hein? On l'a fait. Il y a tout de même quelques voix qui commencent à s'élever pour les appuyer.
C'est le cas du curé Camiran qui milite avec les travailleurs en tant qu'aumônier du syndicat. Il est aussi le curé de la paroisse Saint-Aimé à Asbestos. T'as tous des syndicats catholiques, après. D'ailleurs, même la Confédération la CTCC, c'est la Confédération catholique du travail, quelque chose semblant. Il y avait le mot catholique là-dedans. Il y a eu les deux paroisses qu'on appelait, nous autres, deux églises puis deux curés. Il y avait Monseigneur Camiran d'un bord, puis il y avait le curé de Lande de l'autre côté. Alors, il y avait la paroisse des grévistes, puis la paroisse des scabs, qu'on appelait le pied noir. C'était aussi fort que ça. C'est encore non! C'est toujours non! Le printemps arrive, toujours aucune négociation, car on ne négocie pas avec des anarchistes, lance Duplessis. Les grévistes sont au bout du rouleau, sans salaire depuis 2 mois. Ils ont faim. Bon, on vivait avec un petit 3 piastres par semaine. Hein? On avait 3 piastres par semaine d'allocation, ceux qui faisaient la grève, là. 3 piastres par semaine. Le 29 avril, le syndicat flanche. Il propose de revenir à la case départ, de soumettre le conflit à l'arbitrage, sans autre condition que le retour de tous les employés et la recertification du syndicat. Mais la compagnie refuse, le gouvernement aussi. Votre maudit syndicat, là, je l'écrase! Tu comprends ça, là? La production communautaire d'une pièce de théâtre sur la grève est une occasion pour cet ancien acteur du conflit, Robert Marcoux, d'en perpétuer le souvenir. Franchement, d'après moi, là, il fallait qu'il casse le syndicat. Parce que Asbestos et Thetford, c'était les deux gros syndicats, ça. Puis Duplessis, il s'est dit, s'il vient à bout de casser ces deux syndicats-là, les autres syndicats, ils auraient bien. Duplessis, ce dictateur. M. Duplessis avait les idées sociales d'un notaire de campagne vers 1875 et on était au milieu du 20e siècle. Il voulait pas qu'il y ait de règlement parce qu'il voulait pas qu'une grève dite illégale ait apporté quelque chose aux ouvriers. Et ça, c'était pour lui sacré. Gérard Pelletier est à ce moment-là un jeune journaliste au Devoir et aussi un ami de Jean Marchand. Il s'installe à Asbestos dès le début du conflit. Il va y écrire près de 300 articles. La grève de l'amiante a marqué vraiment le partage des eaux. Là. Avant, ils s'y intéressaient peu. Et après, les journaux ont commencé à se rendre compte que c'était des événements importants du point de vue social. C'était le baptême, ça, puis la confirmation, comme disait Gérard Pelletier. On a été confirmés dans le syndicalisme à Asbestos. Solidarité! Solidarité! Moi, j'étais dans le comité de piquetage, c'est qui fait le piquetage, surveiller. C'est plutôt Bourrier qui s'est fait des affronts. Là, ils ont commencé à envoyer de la police provinciale. Toute la population était sur une tension à l'extrême. Durant la parade, ils priaient, mais rendus ces lieux, comme à l'entrée, surtout à l'entrée de la rue Bourbeau, c'est là que ça se passait. Là, il y en a qui lançaient toutes sortes d'affaires. Il y avait des policiers à l'intérieur de la clôture. Alors, les autres, pour disperser ce genre-là, ils envoyaient des bombes lacrymogènes. Ces bombes lacrymogènes-là, c'est un gaz sucré. Quand une personne respirait ça, c'était une obligation d'aller aux toilettes pour les secondes qui suivaient. Je vidais. Si les gens ne dormaient pas, de rien de ça, mais les culottes étaient pleines. Il fallait que je change de place. La seule mission qu'on a comme policier, c'est de maintenir l'ordre. Question des négociations entre la compagnie, les employés, etc. Ça nous regarde. Même on n'était pas au courant, on ne voulait pas le savoir. J'étais un des plus jeunes chefs de police de la province quand j'ai été engagé à Asbestos. D'après moi, le gouvernement provincial n'était pas sur notre côté, la police municipale. Le 1er mai 1949, la fête des travailleurs tombe un dimanche. Monseigneur Joseph Charbonneau, l'archevêque de Montréal, prononce un sermon historique. Il affirme « La classe ouvrière est victime d'une conspiration qui veut son écrasement. » Et il demande à toutes les églises du Québec de faire une quête pour les grévistes. La sympathie des Québécois est enthousiaste. La collecte rapporte 170 000 $. Pour la population d'Asbestos, affamée, battue, humiliée,
Cet appui représente plus que de l'argent. C'est une reconnaissance populaire et morale. Pour le Québec, c'est une fracture de l'alliance qui unit l'Église et le gouvernement du Plessis. Après la pause, la compagnie engage des scabs et reprend la production. Le 2 mai, nouveau coup dur. La Johnsmanville annonce qu'elle a repris la production dans la mine et au moulin d'asbestos, grâce aux travailleurs de remplacement, aux scabs qu'elle a trouvés dans les environs. Pour les attirer, la compagnie leur offre de meilleurs salaires qu'à ses ouvriers avant la grève. C'était beaucoup d'anglais dans toute la ville, de Richemont. Puis c'était les premiers, qu'à Johnsmanville, à cotiser pour rentrer à Johnsmanville. Fait que puis c'était des gars, ils n'étaient pas syndicalistes, puis il y avait des cultivateurs alentour, c'était les premiers. Après ça, ben, ça a commencé à suivre. Ils ont déjà commencé à engager des scabs, les écœurants. Nous, on était 4 frères, puis quand mon père nous a dit d'avertir, là, on s'est entendus tous les 4. S'il y en a un qui rentre, les 3 autres vont y faire son affaire. Nous autres, chez nous, on était 9 enfants. Fait que ça faisait 11 en tout de table. Mon père, il avait persuadé qu'aller chercher des sous pour manger, c'était aussi important. Il était membre du syndicat, puis il avait dit qu'il était assez risque à y aller. Un beau matin, bien, il est arrivé, puis c'était l'émeute. Il était avec mes 2 frères, et puis il s'est fait débarquer de son auto. Brûler son auto devant lui, puis il a mangé une volée, une sérieuse. Là, ils ont dit, c'est fini, on m'a payé asbestos. Ils payaient bien dans ce temps-là. Ici, on n'était pas capable d'avoir des jobs de 2-3 pièces de l'heure, 4-5 pièces de l'heure. On avait 3 enfants, je pense. Vous aviez besoin d'un revenu? Ah oui, on n'avait pas d'argent. Puis on n'avait pas d'assurance chômage, quelque chose de même dans ce temps-là, je pense. On n'avait pas peu. Moi, c'était de l'argent, on voulait avoir, je ne travaillais pas. Puis il a dit, si on travaillait 3 semaines, on travaillera 3 semaines. J'avais des compagnons qui ont scabé. Qui sont retournés travailler, puis je disais aux gars, écoutez, je me rappelle que vous étiez là à l'Assemblée, que vous avez voté, puis vous n'aviez pas assez de mains pour voter. Vous aviez eu 4 mains, vous les avez levées tous les 4. J'ai dit, quand on s'est embarqué dans une bataille, il faut la tenir jusqu'au bout. On crève ou on passe, un des deux. C'est à Asbestos que Michel Chartrand, alors à sa première expérience comme organisateur syndical permanent, développe lui aussi son aversion pour les briseurs de grève. Mais moi, instinctivement, les voleurs de job, j'aime pas ça. Puis je crois pas ça que c'est la justice de voler la job. Tu vas aller chez un cultivateur pour y voler une poule, il a le droit de te tirer, hein? Puis un gars se laissera voler son gagne-pain, lui, puis il n'aura pas le droit de rouspéter puis de prendre des mesures pour empêcher de se faire ôter son gagne-pain puis celui de sa famille. Moi, j'ai jamais admis ça, moi. Puis je disais ça aux aumôniers de la CSN, j'ai dit ça au juge en cours non plus. Vous me convaincrez jamais de ça. On nous faisait prier à tous les après-midi, on faisait des parades. Puis pendant qu'on priait, on faisait on disait le chapelet, les scabs, ça rentrait à pleine porte. À un moment donné, on a dit, on va arrêter de dire le chapelet, là. Un groupe, là, je dis pas tout le monde, là. Un certain groupe, à peu près dans mon âge, là, on s'est fait des tire-roches. Puis le soir, ben, quand il faisait noir, on sortait. On savait où il y avait des employés qui étaient rentrés comme scab, puis on a fait un peu des vitres. La situation est intenable. Il y a maintenant 700 scabs qui occupent 2/4 de travail. Animés par l'énergie du désespoir, la crainte de voir leur emploi s'envoler à tout jamais, les grévistes prennent les grands moyens. Le 5 mai, les grévistes de toute la région de l'amiante convergent vers Asbestos. Là, ça a brassé, par exemple, parce que là, les gars étaient décidés. De mourir, on doit se mettre faire ça tout de suite. Alors, il y avait des gars qui étaient
réellement rendu à bout de nerfs. Ils ont décidé de ce coup-là, de barrer tous les entrées de la ville. Avec l'aide des gars de Thetford qui sont venus ici. Thetford Black Lake, qui était aussi en grève. On a arrêté au dépotoir. Ils nous avaient... on n'a pas d'armes, rien. Tu ne pouvais pas être armé non plus. On avait arrêté au dépotoir, puis on avait pris des essieux de petites voitures de wagon d'enfants. C'était ça qui était notre moteur 4 ou 5 dans cette automobile-là. Et on est revenu sur le chemin de Denville. On se camouflait dans les haies alentours, là, ou sur les parterres. Puis au bout de ça, quand tu es à l'entrée, le chemin rapetissait un peu. Là, tu avais un camion qui barrait complètement la circulation. Quand il est arrivé au camion, il a été obligé d'arrêter. Puis à la minute qu'il arrivait au camion, bien là, nous autres, on sortait tous des haies. Tous les grévistes sortaient des haies. Puis ils refermaient en arrière pour qu'ils reculent. Et il y avait quelqu'un qui avait tiré là, dans le char. C'était des policiers? Les policiers avaient tiré. Mais c'était une auto, c'était pas une auto de police? Non, c'était pas une auto de police, pas identifiée. Et dans le temps de dire l'auto a été fait tourner à l'envers, les policiers ont été débarqués, puis je me rappelle, moi, terrien était à genoux, puis il se soit demandé pardon, puis il dit « Écoutez, les gars, faites pas les fous », puis ces gars-là, ils avaient peur. Alors, les revolvers qui étaient en dessous des aisselles, ça revolait partout. Il avait mangé que de tapin, qu'on appelle que de claque, que de coups de pied aussi. La police provinciale envoie des renforts, mais en vain. La ville est barricadée. Les policiers qui essaient d'y entrer ont la frousse de leur vie. C'est le cas de l'agent Michel Smola, qui est embusqué par les grévistes. Les polices provinciales suspendues au-dessus de la chute, là, puis mon Christ, là, si tu ne tues pas, là, quand tu viens faire ici, là, on te lâche. Tu sais, là, mais je voyais qu'il y avait 50 pieds de haut, bas, là, puis ça me donne du temps. Les polices ont essayé de rentrer habillés en civil. Puis, par une drôle de coïncidence, il aurait pu passer. C'était la veille. Mais moi, je me suis adonné à baisser le parc du Soleil. Puis, c'était marqué police provinciale. Alors, les autres, ils ont été débarqués de l'automobile, puis ils ont monté à pied jusqu'à l'hôtel de ville, mais je pense qu'il y en a plusieurs qui devaient avoir mal aux fesses. Les policiers faits prisonniers sont d'abord amenés au sous-sol de l'église Saint-Aimé, où ils sont accueillis par des centaines de grévistes. Le syndicat appelle ensuite le chef de la police municipale d'Asbestos, Albert Bell, respecté pour sa neutralité. Alors, j'ai rentré à l'intérieur de la salle. J'ai pas eu de problème. Là, j'ai demandé sur scène, là, j'ai vu que les gars avaient été prisonniers, là, comme prisonniers, par rapport on me dit, j'étais pas là. Ils ont craché dans la face des policiers, et frappé, etc. Là, moi, j'ai dit à la personne qui était sur scène comme animateur des grévistes, j'étais amené pour chercher des policiers. J'ai pas eu de misère avec les grévistes. Ils m'écoutaient. J'avais été me coucher, puis j'ai dit demain matin, de bonne heure, il faut que je sois à Aaron. Hein? Fait que je m'étais fait une belle garcette, tu sais. Une belle garcette avec un bon rondin de bois franc, là, bien broché chaque bout, pas qu'il fende, là, avec un trou dedans, puis une bonne babiche qui me mettait au bras, là, puis ça me faisait une garcette à peu près. Une dématraque, j'ai dit, il y a un police en dos, pas besoin de voir, nous autres. Tu sais. La révolte populaire, loin de s'amenuiser, prend de l'ampleur. Le syndicat ne contrôle plus ses membres. Robert Marcoux, gréviste à l'époque, y était ce soir-là. Les gars, ils ont dit, on lâche pas, on tient jusqu'au bout, puis on lâchera jamais. La rumeur court qu'on va dynamiter les ponts. Les dirigeants syndicaux font alors appel au curé Camiran pour calmer les esprits. Il y a une femme qui a téléphoné de Windsor Mill au curé Camiran pour leur dire que les polices étaient armés, puis je ne sais pas comment il pouvait avoir de chars de police qui descendaient à Asbestos. Ils entraient tout par le chemin de Saint-Georges. Je ne sais pas comment de 1000 à l'heure qu'ils entraient tout une valise à bumper, puis ça était tout collé un tuyau qui en entrait des chars de police, qui en entrait en moins. L'abbé Camiran a dit, c'est bien de valeur, mais si vous ne lâchez pas les gars, là, ben il va y avoir des meurtres, puis il y en a qui vont être veuves demain matin. Fait qu'ils ont dit, vous êtes bien mieux de lâcher, puis les gars, ils sont assinés un peu. Puis à un moment donné, ils ont dit, OK, on écoute le curé. OK qu'on lâche, les gars, on donne le mot d'ordre, on lâche. 1, 2, 3, go!
Il a dit, laissez tomber vos bâtons. Il dit, laissez tomber vos roches, puis laissez tout tomber sur le plancher, puis allez vous coucher. Il n'a rien fait contre cette gang de sauvages-là. Il a dit ça de même. Puis il était drogué, hein. Il a dit, rien fait contre cette gang de sauvages-là. J'ai pris mon chose que j'avais, là, puis je l'ai mis sous le calorifère, je l'ai glissé sous le calorifère, là. Je suis pas sorti de l'église avec rien aimé, parce qu'il aurait passé pour un bandit. Fait que, ils l'ont trouvé quand ils ont refait l'église. J'ai entendu parler. Il y en avait des roches, des bâtons de baseball, il y en avait de quoi, ils laissaient tomber sur la terre, là. Puis là, tout le monde s'étant d'aller chez eux. Là. Ils devaient pas à 10h30, 11h le soir. Là. Parce que sinon, s'il y avait eu du monde sur les routes, ils se seraient fait t'approcher. Il y aurait eu probablement des morts. Parce que c'était pas des subtils. Il y en a des gens, là, des grévistes, là, qui étaient réellement, là... Pompés. Dangereux. Faut pas dire que l'émeute a eu sa place. A eu sa place. On nous a montré qu'il n'y avait pas rien des gars costumes qui pouvaient faire quelque chose, tu sais. C'était une émeute. On était quand même là, on contrôlait, puis personne qui pouvait rentrer dans la ville puis sortir de la ville sans le contrôle des grévistes. On va dire, comme je disais dans l'autre film, c'est la seule fois que je pensais qu'on a été indépendant dans le Québec. L'émeute du 5 mai, c'est sans doute le point tournant de la grève. Un tournant qui allait déchaîner une réplique d'une rare brutalité. Après la pause, Maurice Duplessis décrète la loi d'émeute et prend le contrôle de la ville. Avec l'émeute du 5 mai à Asbestos, Duplessis a vu sa police humiliée par des grévistes en révolte. Il est furieux. Ses ordres sont clairs, il ne suffit pas de répliquer, il faut écraser. Il envoie en renfort 25 autos remplies de policiers qui ont l'ordre de tirer si nécessaire. Le lendemain, ma mère m'a réveillé et a dit, là, tu es capable d'y aller à la grève, tu vas aller à la messe ce matin. À la fin de la messe. Quand je suis sorti au travers de ça, là, dans la porte de sortie, c'était tout pacté, tout compacté là. Et là, il y avait un paquet de gars du provincial. Je reconnaissais des gars qu'on avait vus à la veille. Et là, il y avait le père, il y avait Abtel O'Brady qui lisait l'acte d'émeute. J'ai descendu au soubassement, il y avait du sang, il y avait tout. Ben, je ne sais pas c'est quoi je cite. Là, je n'étais pas au courant, personne ne m'en a parlé. Tout à coup, il y a un gars, un Bessic, il passe à côté de moi, il a dit, va-t'en chez vous, toi, puis il dit, ça presse, il a dit, si le lac de Meute est passé, à 5 h le matin, c'est là, sur le perron de l'église, puis il a dit, t'as pas d'affaires sur la rue. Là, les gars de Thetford étaient cachés dans l'église, puis on même s'est cachés au clocher. Il y en a qui ont passé 2 jours dans le clocher en haut. Les policiers ne se contentent pas d'arrêter tout ce qui bouge en public. Dès l'aube, ils entrent dans les maisons, dont celle de Rodolphe Hamel, le président du syndicat. C'est arrivé ici, ces gars-là, avec un mot d'ordre de casser la grève. Il n'y avait pas d'autre chose que ça. Et puis là, ils ont fait des folies direct dans la rue, insulter le monde. Ils s'en venaient, ça y est, pour prendre le contrôle de la ville, là. Le père Rodolphe Hamel, qui était un honnête homme, puis il était actif, puis il était débrouillard. Pendant la crise, lui, il avait 12 enfants. Hein, il les nourrissait avec une chaudière de graisse. Chez les Hamel, le fils Jean-Noël est arrêté dans son lit. Yvon, son jeune frère, est témoin de la scène. Lui, il a passé à ce qu'il appelle au 3e degré. Donc là, ils l'ont battu à mort. Ils le battaient à coups de garcette, passaient la tête au travers des murs. D'après ce qu'ils nous ont dit, c'était des lutteurs de Montréal qui avaient emmené là pour battre les gars. Jean-Noël, mon frère, était passé à travers des murs aussi. Il disait carrément, moi, je savais, si je signais quoi que ce soit, j'embarquais papa, j'embarquais sur mon père. On embarquait mon père, fait qu'il ne voulait rien signer. Ils ont donné, je pense, 2 volets, puis à le 2e volet, le docteur de la compagnie, ils m'ont fait venir le docteur de la compagnie, puis ils m'ont dit, tu prends le pouls, tout ça, puis pour voir s'il est capable d'en prendre un autre. C'est fort, là. Puis là, c'est pas des menteries qu'on compte là. Mon père l'a vu passer tout ensanglanté, lui. Son fils. Oui. Tout ensanglanté qu'elle a essayé de le faire identifier au sous-sol de l'église Saint-Aimé.
Lui, mon père va être arrêté 2 semaines, une semaine plus tard, je pense, par la police provinciale en pleine nuit. Pas de mandat, rien non plus. Alors, il y a Duplessis qui est là, puis il parle. C'est l'autorité civile. L'autorité civile, ça vient de Dieu aussi. Bon, tout le monde parlait au nom de Dieu. Donnant des claques sur la gueule au nom de Dieu. Cette photographie du gréviste Laurent Bernatchez fait le tour du monde. Elle devient le symbole de la brutalité de la répression exercée par le régime Duplessis. Bernatchez se souvient très bien de ce matin-là, le matin du 6 mai. Là, je préparais à la messe. Je rentrais le département des fournaises. Là. Puis là, il y avait un petit miroir, un colorifère. Puis là, je me suis peigné, puis là, la porte était très, très à côté de moi. Ils sont rentrés. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils Ben, faisaient? moi, j'ai voulu m'en aller. J'étais rendu quasiment à l'autre marche. Puis là, c'est là que j'ai reçu des coups, j'ai debout les vaches. Puis là, ils m'ont rentouré. Je tombais, me relevais, je tombais, me relevais. Je sentais pas les coups. Quand j'étais dehors, là, un gradé m'a demandé comment je m'appelais. J'avais du sang pas mal dans la bouche, puis j'ai caché la face. J'avais tous des bleus partout. Ah oui, ils m'ont donné des coups de pied. Ça en prenait un. Je ne vais pas passer vers un martyr. J'ai la tête baissée, ils me l'ont baissé. Laurent Bernatchez fera l'objet de 14 accusations, mais il ne sera jamais jugé ni condamné. Sa photographie choque l'opinion publique et la presse, qui prend position en faveur des ouvriers. C'était la police du procureur général du Québec. Et le procureur général du Québec, c'était Duplessis. Duplessis s'était réservé la direction de la police pour l'amener à sa guise. Hein? La loi de l'émeute à Asbestos reste en vigueur pendant 3 jours. 3 jours où près de 200 personnes sont arrêtées, interrogées et malmenées. L'acte d'émeute, il faut qu'on prenne le type sur le fait après que l'acte a été lu publiquement. Non, on a procédé à l'inverse. Ben, on a lu l'acte d'émeute alors que... Après l'émeute. Après l'émeute, si vous voulez, puis oh non, ça marchait pas. On refuse aux prisonniers le droit de rencontrer les jeunes avocats désignés par le syndicat. Jean Drapeau, il sera plus tard maire de Montréal, et Carrier Fortin, futur ministre du Travail pendant la Révolution tranquille. Le bill numéro 5... La grève était illégale, mais ils n'étaient pas accusés, eux autres, d'une grève illégale. Ils étaient en... C'était pas l'accusation qui était portée contre eux. C'est sur la question des émeutes. Laurent Hardy était à l'époque permanent syndical à Sherbrooke. Il a en quelque sorte tenu le journal de bord du conflit. Il y a 200 gars qui ont été arrêtés. Il y en a combien contre qui on a laissé peser longtemps des accusations? Je ne m'en rappelle pas. Est-ce que c'était 10, 20, 30, 40? Je ne sais pas. Mais pendant des semaines, puis je pense pendant des années, ces gens-là ont eu sur le dos le poids de procès possibles. Or, il y a seulement René Roch qui a été condamné à 6 mois de prison. Et c'est là que ça devient une comédie. René Roch n'a pas fait la grève tout seul, hein? Ça n'a aucun sens, mais c'était la justice à la façon de l'Union nationale à ce moment-là. À la fin juin 1949, Maurice Duplessis recule sur son refus de rencontrer Jean Marchand. Les 2 hommes négocient le compromis final qui mettra fin à la grève. Marchand puis les autres sont rendus au bureau de M. Duplessis. Puis là, ils ont discuté avec lui. Puis, il a pris le téléphone, puis il a téléphoné aux compagnies. Ils ont dit oui, c'est ça, c'est ça. Très bien, c'est réglé. Le règlement du conflit survient le 1er juillet. Les employés obtiennent une augmentation de salaire de 10 cents de l'heure et une garantie qu'ils pourront tous être réembauchés sans discrimination. Mais rien de plus. Le retour au travail se fait le 5 juillet. Le nouveau contrat ne sera signé que 6 mois plus tard. Certains employés devront attendre 2 ans avant d'être rappelés. Tout rentrait à genoux, monsieur. Tout rentrait à genoux. On aurait pu rentrer à genoux, même faire au bout d'une semaine de grève. Mais on rentrait au bout de 6 mois avec 10 cents de l'heure d'augmentation. Point, tu sais. Quand j'ai fini, ça, il y a eu une parade dans la rue, puis, tu sais, c'était une grande fête.
Mais comme un gars comme moi, la fête était moins bonne parce que ça a pris 3 mois que le maire en rentre. Il nous restait 5 des membres effectifs. 5 Il fait du porte-à-porte pour venir à bout des rentrées syndiquées, pour avoir notre certificat d'accréditation. Les scams après la grève, là, ça a été très dur pour les autres. Très dur pour les autres. T'sais. Et nous autres, après la grève, on allait dans un hôtel, on n'a pas peur. Les autres, ils étaient craintifs. Ils étaient craintifs. La minute qu'ils attendaient le mouscable, ils finissaient quasiment pour le bière. Ça a été dur pour ces gars-là et tout. Et il y en a d'autres hein, qui sont plus comme les autres, je veux dire, qui en veulent encore. Puis c'est ça qu'ils ont dit, on prendra jamais cet argent-là. Content d'avoir été payé, hein, oui. Mon mari, il avait une sœur aussi, là, et puis son mari, il était scabé. Puis après que la grève était finie, quelque chose de même, il dit, moi, le jour donnant pour aller donner ma main à ma sœur, il dit, je peux pas faire ça. Il a dit, je peux pas oublier ce qu'il a fait. La grève a eu pour effet de politiser les travailleurs, comme Jean-Jacques Lafontaine, qui devient une des grandes figures du syndicalisme au Québec. D'abord à la CSN, puis comme fondateur de la Centrale des syndicats démocratiques, la CSD, qui représente aujourd'hui les employés de la mine. La job qu'on a, c'est de leur expliquer que des fois, dans la vie, on est pris devant des choix déchirants. Mais là, si on cherche à protéger notre petit moi, on oublie qu'on vit dans une société. En fait, toute la communauté d'Asbestos se serre les coudes. La ville devient, après la grève, un modèle de développement des coopératives, de l'alimentaire jusqu'à l'habitation. Puis la compagnie change son équipe de direction, le syndicat aussi. Un nouveau climat s'installe, les conditions de travail s'améliorent, notamment par la mécanisation. Les avantages que les travailleurs vont chercher, ça se répercute finalement sur l'ensemble de la population. Les cols blancs ont eu des conventions collectives après les cols bleus parce que les cols bleus n'avaient eu. Bien sûr, il y aura d'autres grèves. Les effets de la poussière d'amiante sur la santé des travailleurs deviendront un enjeu central. En parallèle, l'opinion publique va de plus en plus considérer l'amiante comme un produit dangereux, ce qui va réduire ses débouchés. Aujourd'hui, plusieurs témoins de la grève de 1949 sont disparus, souvent emportés par les maladies résultant de leur exposition à l'amiante. La ville qui a connu la grève est elle aussi disparue. L'église Saint-Aimé, au cœur du conflit, a été démolie en 1966, comme tout ce qui constituait alors la ville d'Asbestos. Il fallait faire de la place pour la plus grande mine à ciel ouvert au monde. Un énorme cratère entouré de résidus miniers qui n'emploie plus aujourd'hui que quelques centaines de travailleurs et même pas 12 mois par année. Si c'était à faire, je le ferais. La population était très divisée. On a souffert partout. Mais c'est des méchants souvenirs. Comme notre curé disait, ben justement, curé Calviera, il dit il faut pardonner. Mais l'oublier, je ne suis pas sûr que vous allez l'oublier. Je pense qu'on ne l'oubliera jamais. Vendredi soir, Zone Libre revient à son horaire habituel. Nous vous présenterons, entre autres, un reportage sur une thérapie contestée qu'on croyait disparue, les électrochocs. Une thérapie qui reprend de la vogue. Au Québec, il se donne de plus en plus d'électrochocs pour traiter la dépression, malgré les tabous qui entourent cette thérapie. 4 personnes témoignent à visage découvert de leur maladie et du traitement aux électrochocs. Une équipe de Zone Libre les a suivis du début jusqu'à la fin de leur traitement.
Aussi à Zone Libre vendredi, cette missionnaire canadienne était en quête de direction spirituelle en Afrique du Sud. Le prêtre à qui elle s'est confiée l'a agressée sexuellement. Un peu partout dans le monde, des prêtres sans scrupules ont abusé de religieuses qui leur faisaient confiance. Aujourd'hui, elles accusent le Vatican d'avoir maintenu un silence complice.